championnat de club aujourd'hui. Il a été énorme. Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez, Ticouche sur un manche. On est célébré là. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Hello. Hello. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour, bonsoir, campusiens du Radio Campus Sport Club. C'est Adrien Fedeli qui est à l'écoute. On démarre ce CSC tous ensemble. Excusez-moi, je prends pour la première fois les commandes ce soir. J'ai allumé tous les micros autour de moi. Afin de faire la petite présentation rapide de l'équipe du Campus Sport Club, j'ai décidé de vous faire par ordre alphabétique, vous m'en voudrez pas. Pour m'entourer ce soir, Agathe. Bonsoir. Avec elle, Audrey. Bonsoir. Il y a également François. Bonsoir à tous. Alors attendez, parce que... excusez-moi. On va recommencer. Ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, si je vous dis Agathe, on va entendre. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bah oui. Ah, Ça marche mieux quand même comme ça. tant mieux. On est mieux, hein. Du coup, Audrey. Rebonsoir. Rebonsoir. Bah oui, je sais bien mieux. François, dont j'adore la voix. Bonsoir à tous. Ah putain, je salive. Et pour finir, la belle Sophie. Bonsoir à tous. J'aime bien parce que j'aime bien donner des adjectifs descriptifs alors que c'est les personnes qu'on voit pas. Du coup, c'est... Moi, j'ai pas eu droit à un adjectif. D'accord, descriptif. Agathe formidable. Oh, bah, ok, Formidable ça Agathe. change. Ça donne formidagate. Oh, ouais, c'est audacieux. Allez, c'est audacieux. On va avancer. Et bah tiens, moi je m'attarde sur toi, mais au final, oui, c'est c'est avec déjà toi un que mois nous de allons démarrer cette douce émission, puisque nous allons pouvoir commencer les résultats d'Agathe, juste après ce petit jingle. Sur Campus Sport Club, c'est l'heure des résultats sportifs. Qu'est-ce que tu as de beau pour nous ce soir? Bon, alors ce soir, on va commencer avec le résultat phare du week-end. J'ai nommé bien évidemment la victoire de Max Verstappen au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Donc, au moment décisif du dernier tour, près de 2,5 millions de téléspectateurs étaient devant Canal+ pour assister au dénouement incroyable de la course et finalement du championnat entier. Alors qu'il était en tête pendant tout le Grand Prix, Hamilton a finalement été doublé par son rival Verstappen dans les tout derniers instants. Le néerlandais de l'écurie Red Bull devient champion du monde de Formule 1 et vient mettre fin à la domination du Britannique et de sa Mercedes qui durait déjà depuis 2014, si l'on fait abstraction de 2016 où il a laissé sa place à Nico Rosberg. Donc je voulais faire un petit retour avec l'équipe. Je doute pas une seconde que vous étiez toutes et tous devant votre poste dimanche après-midi. Est-ce que pour vous c'est compréhensible le cassage de voix de Julien Febvreau dans le dernier tour? Oui. Ouais, Complètement. Du coup, est-ce que ça rentre dans le top 3 avec Gasly, Ocon et maintenant ce dernier tour? Ça, dans le spectacle, oui. Après. Puis je pense que sur la portée de l'événement, enfin je veux dire c'est le dénouement d'une saison qui est quand même mythique. Je veux dire s'il casse pas sa voix sur cet événement-là, je pense que voilà ce serait quand même dommage. Ouais. J'ai vu un morceau, enfin j'ai lu l'entretien, un article dans l'équipe où il s'entretenait avec Julien Febvreau et il disait, on lui reprochait pas non plus, mais on lui disait, c'est vrai qu'avec toutes les tendances de course, avec ses décisions un peu compliquées, il a dit, moi mon job de commentateur, c'est de me casser la voix, de crier à la victoire parce que je regarde le résultat, quoi. On verra ça après. Les lois, les règlements, la FIA, après. Là, du coup, il a dit... il a raison, en fait, c'est son job. Et il a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait Jacques Villeneuve à ses côtés, debout. C'est vrai? Ouais, ils étaient tous les deux debout pour ça, et du coup, c'est la première fois que j'ai vu Jacques se lever. Ouais, c'est une belle anecdote. Donc c'était la petite anecdote que j'ai lue dans l'équipe. Ouais, c'est une belle anecdote. Bon, on va retourner aux bases maintenant avec quelques résultats foot du week-end sélectionnés par mes soins. Pour commencer, on va rester dans le local et évoquer le match nul des Lillois face à l'Olympique Lyonnais au terme d'un match pas très spectaculaire. On retiendra notamment que les Dogs sont invaincus sur leur pelouse depuis 11 matchs. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la pelouse du LOSC, s'il vous plaît? J'étais au stade dimanche midi, à 13h. Il y avait des pigeons sur la pelouse, des mottes de terre. C'était aberrant pour un club comme ça. Donc voilà, je voulais juste poser mon petit coup de gueule ici.
Il n'y avait pas un concert, non? Il y avait pas de... Non, mais en fait... C'est vrai que c'est pas récent. Je crois qu'à peu près tous les hivers, il y a des soucis. Je me souviens d'une finale de Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp, où c'était une catastrophe. D'ailleurs, la finale avait été très mauvaise. Et c'est vraiment, à l'Euro 2016, c'était pareil. Je crois que ça vient du toit, a priori, mais... En fait, j'avais lu dans l'équipe que la société qui s'occupe de la pelouse au stade Pierre-Mauroy, c'est une société qui est engagée à fournir une pelouse, mais pas à l'entretenir correctement, en fait. Du coup, il y a des soucis entre les dirigeants du club et la société qui fournit la pelouse pour justement leur faire pression et leur dire fournissez-nous une pelouse potable, quoi. Et voilà, il n'y a pas d'accord écrit qui précise que la pelouse doit être en bon état. C'est ça le souci. Ah ouais. Ouais. Et les pigeons, bah ça c'est... Les pigeons, après, voilà, c'est le folklore lillois, quoi. Voilà. Donc je parlais du RC Lens du coup après qui s'est fait renverser quant à lui vendredi à la Beaujoire contre le FC Nantes. Il menait 2-0 à la mi-temps. Puis ils ont subi les talents du stratège Antoine Comboiré, mais surtout le talent de Moses Simon qui a inscrit un but sublime pour porter le score à 3-2 et offrir la victoire à son équipe dans les derniers instants. On retiendra aussi la victoire du PSG 2-0 face à Monaco, grâce à Kylian Mbappé qui, avec son doublé, atteint la barre des 100 buts en Ligue 1. On rappelle que Kylian va avoir 23 ans le 20 décembre. Mais bon, à lui, on lui parle pas d'âge, il est juste super fort. Puis 100 buts avec Paris seulement. Ouais. Et Zlatan, c'est 113. Alors, je sais pas exactement. Ouais, ça doit être ça. Mais Cavani, c'est 138, donc ouais. Il va... Enfin, sauf s'il part pas. Ouais. Alors justement, c'était ma question pour vous. Est-ce que Kylian Mbappé, il va prolonger ou est-ce qu'il va profiter de la confrontation du PSG avec le Real en 8e de Ligue des Champions pour finaliser son petit contrat avec le club madrilène? C'est compliqué à déterminer quand même. Hein. Ça lui fait une belle vitrine quand même. C'est une petite blague, tu vois, de base, mais les débats, au début, quand le tirage avait sorti United face à Paris, on parlait de la confrontation Messi-Ronaldo, et maintenant que c'est le Real, on parle de Mbappé-Real. Moi, ça me fait rire, mais après, évidemment qu'il va pas faire des déclarations en milieu de saison, enfin, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Non. Ce serait un peu un manque de respect. Ouais, mais Kylian Mbappé, ça me surprendrait pas, mais je pense qu'en milieu de saison, pour la gestion de sa carrière, ce serait assez surprenant quand même qu'il fasse des grosses déclats, même si effectivement il est en fin de contrat et qu'on peut imaginer que il puisse rejoindre le Real. C'est quand même quelque chose de plausible. Je le vois mal faire une déclaration d'après-match. Bah oui, après je sais pas si vous avez vu l'interview qui était sur Prime Video entre Thierry Henry et Mbappé. Mais il disait que clairement, il était déçu pour son transfert avorté cet été au Real. Et que, bon, il disait cette saison, je suis parisien, mais bon, on sait ce que ça veut dire. À la fin de la saison, à mon avis, s'il refuse des offres faramineuses de la part du PSG, c'est qu'il a sa petite idée en tête, je pense. Moi, j'allais faire juste le parallèle avec les Lewandowski. Quand il signe au Bayern, mais c'est un autre tempérament. C'est Dortmund-Bayern, c'est une autre ambiance. Il y a un peu plus de respect entre les deux. Notamment quand le Bayern avait sauvé Dortmund de la faillite. Donc, Non, et puis de toute façon, on sait que les joueurs du Bayern, une fois qu'ils posent un pied là-bas, ils en ressortent plus. Et je sais pas ce qu'ils leur font, je sais pas ce qu'ils leur servent à la cantine. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup à le faire aussi. À passer de Dortmund de Dortmund au Bayern, c'est Hummels qui a fait la navette. Sans pour autant avoir de réussite, parce que quand on pense aussi à Mario Götze, qui arrive, qui est quasiment le roi du monde en 2014, je crois, et finalement il repart quelques années plus tard par la petite porte, donc... Il y avait Götze et Rames. Et on a eu c'est un peu deux schémas comme ça. Ouais. Bon, on va passer aux sports d'hiver maintenant, qui sont le théâtre de nombreux exploits français depuis quelques semaines. Donc en ski alpin, déjà lors de la Coupe du Monde organisée à Val d'Isère, c'est Clément Noël qui s'est illustré sur le slalom. C'est la 9e victoire en Coupe du Monde pour le Français. Et puis en biathlon, c'est la 2e place qui a été réservée par l'équipe masculine du relais à Orschwilzen, en Autriche, c'est difficile à dire. Fabien Claude, Simon Détieux, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet n'ont pas réussi à surpasser la Norvège au terme d'une course éprouvante. La fatigue était peut-être à prendre en compte puisque la veille, nos Français ont ramené des résultats exceptionnels en poursuite avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet, suivi de très près par son compatriote Émilien Jacquelin. Les filles n'ont malheureusement pas pu ramener un tel résultat de la poursuite. La meilleure Française, Justine Brezat-Boucher, termine l'épreuve à la 14e place. À Östersund, il y a quelques semaines, c'était 2 Françaises qui étaient sur le podium, Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher. En revanche, sur le relais, c'est la 3e place qui est adjugée aux Françaises, donc un résultat très satisfaisant, après leur victoire dans cette épreuve il y a 2 semaines. Elles se sont fait peur. Ouais. Un petit peu. Un tout petit peu quand même. Mais il y a du mental. Mais c'est là où on voit quand même qu'on a des battantes. Et puis chez les gars... Au relais, franchement, elles assurent les filles.
Oui. Elles sont portées les unes par les autres. Et c'est là qu'on voit la différence aussi avec la poursuite où la première française était 14e. Donc ça, c'est un peu... C'est là où on voit surtout qu'on est extra dominante sur les skis. Au tir, c'est pénible, mais on compense tellement sur les skis, c'est incroyable. Ouais. C'est fou. Ouais, je suis d'accord. Et puis pour les garçons, je ne sais pas si quelqu'un avait regardé rapidement. J'ai pas regardé ce week-end, mais non. C'était... Dans l'ensemble, c'est toujours... c'est correct, mais bon, tu te dis quand même pareil. Mieux faire peut-être encore. C'est quoi, à 18 secondes on est à 18 secondes des Norvégiens. Ouais, et mais pareil, bon, tu vois qu'on pioche 3-4 fois, tu te dis aïe. En fait, c'est... Le tout début, ils ont beaucoup pioché. Ouais. J'ai regardé le début de la course, ça piochait, je me disais oh là là, les mecs. Mais finalement, au deuxième, on va pas se plaindre d'une deuxième place. Ah bah non, jamais. Mais après, c'est sûr qu'il faut relativiser, et s'ils étaient vraiment à 18 secondes, comme t'as dit, ouais, il y a peut-être un peu de taf à faire. Mais bon. C'est toujours les petits détails à fignoler. Ouais, c'est ça. Bon, un autre grand moment de sport est aussi en train de se dérouler à Granollers en Espagne à l'occasion des championnats du monde de handball féminin. Nos Françaises, qui sont championnes olympiques, on le rappelle, cartonnent avec que des victoires depuis le début de la compétition. La dernière en date, contre la Russie hier soir, leur assure la première place de leur groupe du tour principal et une qualification en quart de finale. Elles retrouveront la Suède, qu'elles ont notamment affrontée en demi au JO de Tokyo, mercredi à 20h30. Pour vous, est-ce que le doublé Jeux Olympiques Coupe du Monde en moins de 4 mois, c'est possible pour cette équipe de France ? En tout cas, je crois que c'est plutôt bien parti. Pour l'instant, il n'y a que des victoires, que des résultats donc positifs. Ouais. Ils sont en route pour moi vers ce titre de champion du monde. Oui, pour moi c'est possible. Il n'y a rien qui peut empêcher cette équipe. Enfin, je vois mal cette équipe s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Elle domine le monde. Aux Jeux Olympiques, on a bien vu qu'elles étaient quand même un cran au-dessus des adversaires. Ouais. Là, ça a l'air d'être pareil. Donc, elles se sont juste un petit peu fait peur contre le Monténégro, mais au final, au mental, elles les ont eues. Sur la fin. Ouais, sur la fin, elles les ont eues. Et c'était très satisfaisant d'ailleurs de les voir gagner comme ça sur la fin. Mais ouais, moi je suis d'accord. Je pense que c'est parti là pour un bon championnat du monde et j'espère qu'elles vont ramener un nouveau titre. Ce serait super. J'étais quand même, je suis toujours avec mes années handball. À chaque fois, on se dit toujours que toi, cette avancée 6 victoires, 6 matchs, t'as quand même peur de se dire tu t'es sur ton petit nuage. Et c'est quand tu as un adversaire à ton niveau, puisqu'en fait, en soi, il y a que les Russes là qu'elles viennent de croiser, qui est vraiment une des équipes à leur niveau, qu'elles sont battues. Et ça m'a battu correctement et vraiment avec la manière. Ouais. Et c'est là où tu te dis, bon, maintenant, c'est les choses sérieuses, c'est les cas. Après, comme j'ai dit, elles sont un peu fait secouer aussi contre le Monténégro, donc peut-être que ça a réveillé un petit truc en elles. Voilà, mais c'est le doute. Et c'est la dernière fois qu'elles avaient fait en fait, au JO, je crois qu'elles démarrent par une c'est un parcours très mitigé, je crois, je me rappelle les JO. Au JO. Honnêtement, j'ai une mémoire très très courte. Ouais. Je crois qu'effectivement, ça démarre difficile, il me semble, au JO. Puis il y a cette montée en puissance jusqu'en finale. Donc, ouais, et c'est là où... en tout cas, l'avantage, c'est qu'on a un groupe qui est quasi similaire. On a quand même toujours des pionnières, des tempéraments de leaders, et c'est cool. Ouais, t'as des vrais leaders. Grace Zahadi, par exemple, qui est incroyable. Puis Cléopâtre dans les buts. C'est... Et puis, au-delà de son talent, c'est des filles qui mènent un groupe, quoi, donc forcément c'est que bénéfique. Puis ça date pas de cette année. C'est des championnes d'Europe 2018, finalistes 2020 et là championne olympique. Tu dis bon. Non, c'est des monstres. On y croit. Ouais, on y croit. À fond. On est bon. Ouais, on est bon. Eh ben on est bon. Tout dit. Justement, on parlait juste avant de handball. J'ai un peu cherché parce que je voulais penser à elle. Il y a 2 ans, elle se qualifiait pour la finale de l'Euro 2020, qu'elles ont perdu malheureusement. Elle battait les Pays-Bas à ce moment-là. Et en mémoire à ça, je me suis dit, j'ai cherché surtout une musique en lien, et notamment lorsqu'elles avaient gagné en 2018. Sauf qu'il n'y avait pas de musique officielle. J'étais très déçu. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais prendre l'édition qu'elles ont perdue. Et du coup, je suis tombé donc, sur ce qui était la chanson officielle de l'époque. C'est We're in This Together, qui fait très Euro 2020, Euro 2016 avec Zara Larsson. Oh là là, purée, tu viens de raviver des souvenirs en moi. Mais je l'avais déjà mis dans une émission. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Tu n'étais peut-être pas, effectivement. Du coup, je vous passe ça tout de suite. Petite pause et puis on poursuivra avec la suite du CSC. À tout de suite. Where to find
strongest. Winners are among us. Raise a hand and come with me. When the shots are fired, gain is my desire. We go on, we won't surrender. Take control, we always pass it on and on to the beating of the drum. Nothing can stop us, we're unbreakable. Pass it on to the beating of the drum. We stand forever and together, together, pass it on. We stand forever and together, together, pass it on. La la oh, la la oh, la la oh, oh oh oh, la la oh, la la oh, la la oh, oh oh, la la oh, la la pass it on and on to the beating of the drum. Nothing can stop us, we're unbreakable. Pass it on to the beating of the drum. We stand forever and together, together, pass it on. On est de retour sur Radio Campus 106,6 FM dans le Campus Sport Club, le CSC. On va poursuivre dans cette émission qui dure 1 heure jusqu'à minuit, je le rappelle, et une émission qui sera également réécoutable intégralement sur notre chaîne YouTube cette semaine, dès demain généralement, sauf si je suis feignasse. Et puis dès minuit, bien sûr, oui, dès minuit sur le campus, sur campuslille.com. Avançons et passons aux news du CSC qui vous seront présentées par Audrey. Juste après, je préfère donner tout de suite les infos comme ça. Ce sera au tour de François qui nous fera une petite revue de presse avant de conclure ce second segment par des immanquables de Sophie et un petit jeu peut-être. Ah, trop bien. Et ouais. On va jouer. Et Ah ouais. oui. Tout de suite donc, les news présentées par Audrey. Les news du CSC. Je me démerde pas trop mal à la régie. Vous noterez ma prestation à la fin. Et Audrey, du coup, tu vas parler pour commencer tirage Ligue des Champions, mais non pas un tirage, mais 2 tirages. Et oui, on va commencer avec le tirage pour les 8e de Ligue des Champions. Et oui, en effet, les tirages plutôt, on devrait dire, suite au petit cafouillage de l'UEFA, qui met en avant un bug informatique suite à des erreurs lors du premier tirage, donc qui a suscité la mise en place d'un second tirage. En tout cas, ce petit imbroglio n'a pas vraiment souri au club français, puisque Paris, qui affrontait Manchester United à la suite du premier tirage, se confrontera finalement à un vrai test face au Real Madrid. Et Lille tombe face au tenant du titre, Chelsea. Bon, c'est pas mission impossible, mais bon, il va falloir être fort. Tu veux rebondir tout de suite, Agathe? Je te vois... Écoute, moi j'ai été vraiment très très heureuse du tirage contre Manchester United. Je me suis dit, c'est une équipe... Tu vois, bon, on a un passif quand même. Mais c'était faisable. Mais là, le Real, je commence à me dire qu'il y a volonté de nous nuire, tu vois. C'est Ramos aussi qui a un peu... Ouais, je pense qu'il voulait trop les retrouver. Tu vois, il lui manque. Et bon, pour Lille, ça va être compliqué, mais bon... C'est une belle affiche en tout cas, recevoir le tenant du titre de la Ligue des Champions à Lille. Au match retour. Au match retour en plus. Ça va être ouais, ça va être quelque chose, je pense. Faudrait essayer d'y aller. Tous ceux qui nous écoutent, là, qui sont sur Lille, prenez vos places. La billetterie, ça s'ouvre mercredi 21 décembre. Mardi 21 décembre à midi. Prenez vos places. Moi, j'en prendrai une en tout cas. Ah oui. Je n'offre pas les places, malheureusement. Si je suis subventionnée par le LOS, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas, malheureusement. Moi, je travaille dans un collège et je peux vous dire que j'ai offert à 11 de mes gamins l'île Lorient en carrière. Oh, voilà. Trop bien. Bon, j'ai offert, tu parles, j'ai piqué dans les caisses. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà, il faut dire les choses directement. Mais voilà. Vas-y Audrey, on te laisse poursuivre, pardon. Bah, le Real Madrid, il est pas très content non plus. On a eu du mal d'ailleurs à digérer ce retirage. Outre la désillusion de ne finalement pas affronter le Benfica certainement plus abordable, les Madrilènes regrettent que le tirage ait été intégralement refait puisqu'il n'y avait aucune erreur commise au moment où son sort a été scellé.
Mais les tirages au sort de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence se sont eux plutôt bien passés et Marseille se déplacera à Bakou pour rencontrer le FK Karabakh en ce qui concerne la C4. Cet été, il remportait la Copa América et désormais Sergio Agüero est contraint de mettre un terme à sa carrière. Peu de temps après son arrivée au Barça, on avait décelé chez le joueur argentin une arythmie cardiaque qui doit l'éloigner de la compétition de haut niveau. Alors la nouvelle n'est pas officielle, mais l'ex-attaquant de City, meilleur buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue, devrait l'annoncer demain. Ce qui est officiel, par contre, c'est l'arrivée de Pascal Duprat à l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur français a officialisé sa venue chez les Verts ce soir et remplace Claude Puel, qui a finalisé aujourd'hui sa résiliation de contrat. Et maintenant, je vous propose de nous pencher sur une affaire bien sombre, celle de Yannick Agnel, rattrapé par son passé et surtout par la justice, puisque l'ancien champion olympique de natation a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. Alors les faits remontent à l'année 2016 et la mineure en question c'est Naomi Horter, c'est la fille de l'entraîneur Daniel de l'époque qui avait 13 ans au moment des faits et lui 23 puis 24, donc par cette différence d'âge de plus de 10 ans, la victime a obligatoirement agi sous la contrainte aux yeux de la loi. Ces informations ont été en partie éclaircies par la procureure de la République de Mulhouse hier en conférence de presse. Elle a de plus souligné que l'ex-nageur semblait regretter ses actes, malgré quelques amnésies sur certains points. Pour lui, il n'a senti aucune contrainte dans les actes commis. Il reconnaît la matérialité des faits. Ouais. Est-ce qu'on peut parler quand même du traitement médiatique de cette affaire et notamment du journal L'Équipe qui déjà dans son print a fait un article un petit peu rétrospectif de la grande carrière, je cite, du nageur et en plus après qui a fait un tweet pour promouvoir cet article où en fait il disait oui bon au-delà de cette accusation quand même Yannick Agnel c'est un super champion. Moi je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui il y ait encore des tweets comme ça qui passent, qu'il y ait des articles comme ça qui soient écrits. Je comprends pas comment tu peux avoir l'idée de glorifier un mec qui a, je suis désolée mais violé une petite fille de 13 ans. Enfin, ça me révolte et voilà, je voulais juste faire ce coup de gueule-là parce que c'est des choses qui ne devraient pas arriver en 2021 et même toutes les années qui soient, je trouve ça horrible. C'est vrai que c'est une très mauvaise décision aussi. Je trouve. Terrible décision. C'est très maladroit, c'est sûr. Ouais. Au vu du contexte en plus. C'est condamnable, franchement c'est condamnable et l'équipe qui a toujours pas supprimé le tweet, qui s'excuse pas, enfin je sais pas, je comprends pas trop le comportement. Voilà, je suis. Puis pas de grosse tête non plus qui prend les devants aussi, non, qui en parle. Alors j'ai pas trop de réaction. Je sais pas, il y a pas eu de réaction de la ministre des Sports ou non. Si elle a réagi, elle a dit en gros c'est pas bien parce qu'en plus la ministre des Sports Roxana Maracineanu, c'est son ancien entraîneur, c'était justement le père de la petite fille, la victime de Yannick Agnel. Donc elle a un peu lié au sujet. Elle a réagi en condamnant évidemment Yannick Agnel, mais bon, rien de. Voilà, c'est au-delà de même si tu condamnes pas, tu t'en fais pas une idole comme ça, quoi. C'est pas possible. Oui, vas-y, on continue. Peut-être pas eu lieu à revenir sur les moments forts de la carrière. C'est ça, c'est vraiment pas le moment, quoi. Et on finit alors sur un petit sujet plus léger. Sur la cérémonie, François vous en reparlera sûrement, d'ouverture des JO 2024. Et on peut dire que le comité d'organisation voit les choses en très grand, puisque dans l'eau, dans les airs, sur les toits, sur les ponts, il y en aura partout. Et ça promet un événement assez grandiose. Cette cérémonie qui se veut accessible à tous casse les codes par son format inédit grandeur nature. Elle aura en effet lieu à l'extérieur d'un stade, sur la Seine, où toutes les délégations défileront sur des barges sur 6 km. Alors il faut essayer de s'imaginer un peu la chose pour comprendre l'ambition d'un tel projet, bien que des précisions concernant le dispositif opérationnel seront précisées par la suite. Merci beaucoup Audrey. On va enchaîner de ce pas avec François qui a l'air déterminé à prendre la parole. Toujours à fond toujours. Une machine. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu disais non de la tête et oui de la voix c'est... Ah mais toujours motivé. Bah très bien, du coup jingle et puis on te retrouve juste après. Des infos toutes chaudes, des unes pétries d'humour, de tour d'Europe, de la presse sportive, c'est maintenant dans la revue de presse du Campus Sport Club. Et François, c'est une première dans le CSC puisque tu nous as sélectionné une néerlandaise. Et oui, c'est vrai que l'actualité s'y prêtait plutôt. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on va voir dans cette revue de presse ?
beaucoup de choses, comme chaque week-end, vous allez me dire, avec tout d'abord le tirage au sort de l'UEFA, bien évidemment, Verstappen, le titre de champion du monde de Formule 1, et une légende du tennis espagnol à l'honneur, vous allez le voir. Je vous propose de commencer, effectivement, par un tour du côté d'Amsterdam, la presse néerlandaise qui ne parle que d'un homme depuis dimanche, Max Verstappen, le nouveau roi des Pays-Bas. Et pour dire, même la presse généraliste en parle et en fait même un dossier spécial dans Deux Télégraphes, un journal généraliste très important aux Pays-Bas qui titre Supermax. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, il y avait que ce titre-là pour résumer le titre de Max Verstappen. Et donc voilà, une édition spéciale pour le champion du monde, véritable fête. Je vous propose maintenant de passer à la presse britannique. Vous imaginez qu'évidemment, de l'autre côté de la Manche, la réaction est un petit peu différente, c'est salé. Les journaux du jour, les journaux d'aujourd'hui qui d'ailleurs reviennent sur l'échec de Lewis Hamilton dimanche, avec notamment le journal Sport qui va mettre en avant l'énervement du clan Mercedes et d'Hamilton contre la FIA. Sport qui rapporte donc les journaux, les propos, pardonnez-moi, d'Hamilton. Hamilton crimes the title showdown, manipulated to suit Verstappen. Vous avez vu mon bel accent anglais. On n'a rien compris. Mais écoutez, je vais vous le dire en français, ça va être plus facile. Effectivement, donc voilà Hamilton qui explique que d'une certaine manière, ce dernier Grand Prix aurait été manipulé pour permettre la victoire de Max Verstappen. Du côté de la presse britannique, on évoque bien évidemment le tirage au sort de la Ligue des Champions aussi, avec ce flop justement. Mais ce que je voulais évoquer aussi, c'est le Covid. Le Covid qui inquiète beaucoup les tabloïds britanniques. On sait qu'il y a 42 joueurs actuellement qui sont infectés en Première Ligue. C'est un record depuis le début de la pandémie. Ouais, c'est évidemment quelque chose qui inquiète du côté de la Première Ligue, avec notamment un article de Sport aujourd'hui sur le sujet qui traite évidemment comme quoi les clubs les mieux classés seraient a priori les plus touchés. Donc c'est évidemment pas évident à gérer pour le football britannique. Allez, on va changer les idées, on va passer en Espagne, si vous voulez, avec une dominicale donc de plusieurs journaux espagnols qui a porté sur la légende de tennis Manolo Santana, qui est décédé, décédé samedi à 83 ans, légende espagnole du tennis, notamment double vainqueur de Roland-Garros, vainqueur de Wimbledon dans les années 60. Avec Marca qui titre le sourire du sport espagnol s'est éteint. Voilà, effectivement, avec une en noir et blanc, une assez triste, où on voit Manolo Santana soulever le titre de Wimbledon. Donc effectivement, un week-end de deuil, malgré tout, en Espagne. Marca qui va même jusqu'à parler du joueur comme un pionnier, peut-être finalement en référence à d'autres Espagnols qui vont briller ensuite sur la scène tennistique. On pense bien évidemment à Rafael Nadal. Donc un hommage rendu hier lundi donc à Madrid. Marca qui là aussi a titré un Tierra Abatida, terre abattue. J'ai trouvé ça assez fort quand même comme fort, jeu de mots. Ouais. C'est un jeu de mots qui vraiment est plein de significations. Et très espagnol puisque terre battue. Pour le coup, oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment le pays de la terre battue aussi. Non, donc c'est vraiment un très bon titre. Ouais, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça. J'étais ça m'a touché. J'ai versé une petite larme pour vous dire. Et Santana finalement qui était un des meilleurs espagnols avant l'Air Open. Oui, c'est tout à fait l'Air Open qui démarre vers 69 et lui c'est un des derniers encore dans les années 60 à briller. Ouais, je crois que son dernier titre doit être en 66 ou quelque chose comme ça. Ah ouais, juste avant quoi. Et donc aujourd'hui la presse espagnole qui s'est concentrée essentiellement sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. J'ai beaucoup apprécié la une de Marca d'ailleurs avec un jeu de mots subtil comme on a l'habitude le journal madrilène, Vergüenza. C'est-à-dire un jeu de mots entre vergüenza, la honte en espagnol, et l'UEFA, pour souligner tout le ridicule du tirage au sort. Ils sont forts, les Espagnols. Et ouais, surtout, et puis pénalisant pour un tirage au sort qui a pénalisé les Madrilènes qui joueront donc le PSG en 8e. Le journal qui parle d'une explosion pour qualifier la rencontre face au PSG, donc une grosse affiche très attendue en Espagne, malgré ce petit couac au niveau du tirage au sort. Et puis la presse catalane qui réagit aussi au tirage au sort du Barça en 16e de finale du UEFA Europa League. On rappelle les Barcelonais qui joueront le Napoli. Esportu fait sa une sur le tirage avec pour le titre des Champions, pour montrer qu'effectivement c'est un match du niveau de la Ligue des Champions, même si ce match se déroulera dans le cadre de la Ligue Europa. Et puis voilà, je vous propose d'aller faire un petit tour en Italie. Alors il s'est rien de passé d'extraordinaire ce week-end en Italie, on va pas s'enflammer non plus. Tutto Sport qui met à l'honneur quand même la performance de l'Inter et de l'Atalanta avec deux sorpassi,
de dépassement finalement pour montrer que l'Inter prend la première place de la Serie A et que l'Atalanta monte sur le podium. Et puis je vous propose de terminer par le journal L'Équipe, on en parlait tout à l'heure, qui consacrait sa une d'hier à Max Verstappen. On pouvait s'y attendre bien évidemment. Un titre qu'ils sont allés chercher assez loin d'ailleurs, un Max de folie. Ouais, c'était direct, oui. Je pense, franchement. Ouais, alors, est-ce que je peux dire que moi, j'ai été déçue de la une de l'Équipe lundi? Sur le titre? Ouais, mais même sur l'esthétique, moi, sais pas, un peu terne, j'étais un peu déçue. J'en ai parlé avec Hugo, d'ailleurs, qui m'a dit que lui aussi était déçu. Pour le coup, moi, j'ai fait à part, c'est vrai que le titre était peut-être un peu facile, mais la une, je trouvais assez symbolique. Max Verstappen avec un drapeau néerlandais. Ouais. Bon, il y a quelque chose de beau quand même. Tu vois, ouais, mais après, je crois que c'était samedi, ils avaient fait une un peu marrante, je sais plus ce que c'était, genre Abu Dhabi Vice, un truc comme ça. Oui, sais, ça, là, je l'ai vu. Ouais. Avec les lunettes de soleil. Ouais. Et j'ai trouvé que, tu vois, j'aurais aimé un truc dans ce ton-là, un peu plus collector, quoi, finalement. Mais bon. Très bien. J'aime pas trop l'équipe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il Et d'ailleurs, ils ont repris d'ailleurs un petit jeu de mots pour aujourd'hui avec ratage au sort. Voilà, pour illustrer le tirage au sort. Voilà. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. La presse espagnole est meilleure. On va pas critiquer la presse française, mais on va retenir les larmes de Santana. Oui, c'est ça. Et puis surtout, je voulais vous parler de ce petit cahier spécial de l'équipe quand même, qui a fait un cahier spécial suite aux révélations plutôt aux annonces qui ont été faites concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc un cahier spécial de l'équipe intitulé Entrée en scène. Là pour le coup ça claque, avec là aussi donc un programme alléchant, comme on l'a vu avec Audrey, une descente des athlètes sur la scène, et donc en guise de photo de ce cahier spécial, un montage promotionnel représentant cette cérémonie d'ouverture, avec notamment le soleil couchant, de nombreux drapeaux, on espère qu'il n'y aura pas de Covid et que évidemment toutes les délégations pourront être présentes. Et au fait, est-ce que vous avez vu cette vidéo de présentation des JO ? Pas encore. Non, je l'ai pas vu, j'ai vu la photo. Moi, j'ai trouvé vraiment, ça donne envie. Alors, après, c'est un montage, bien sûr, promotionnel, mais vraiment, je trouve que le fait, justement, d'organiser cette cérémonie en plein air, ça donne un cachet énorme à ces JO, surtout dans une ville qui est quand même fantastique. Ouais. Mais... J'ai eu un micro-débat avec un de mes proches sur l'impact écologique entre mobiliser le Stade de France pour toute une cérémonie d'ouverture, ou bien utiliser d'autres systèmes comme les bateaux sur la Seine. Je sais pas si ça changerait. Parce que tu sais, Paris 2024, Paris, ville de la transition écologique, avec les pionniers qu'on a, c'est ce qu'on met en avant. Donc j'espère que ça vaut aussi le coup. Après, tu sais, moi, quand ils ont dit que la cérémonie d'ouverture, ça se ferait sur la scène et tout, c'est débile ce que je veux dire, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a des mecs, tu vois, ils vont sauter dans la scène et tout. Enfin, tu vois, c'est dangereux, non ? La sécurité va être... La sécurité, ça va être compliqué, tu sais, les mecs, ils vont voir, je sais pas, Teddy Riner sur une péniche, ils vont sauter, ils vont nager, quoi. Enfin, je sais pas. C'est marrant. Très bien. Et donc voilà, j'en ai terminé. Super. Un grand merci François. Je vais pas trop tarder puisqu'il ne nous reste plus qu'une personne qui n'a pas encore pris la parole, j'entends seule pour sa chronique. C'est Sophie, puisque d'ailleurs ce soir a noté 3 filles contre 2 garçons. C'est Girl Power ce soir. C'est ça le futur du journalisme de sport. Effectivement, et c'est à SoFoot que tu pourras prôner ça bientôt, Agathe. Oh là là, j'ai fuité, j'ai leaké. Donc c'est Sophie qui vous introduit dès maintenant les événements sportifs à ne pas louper. Et c'est tout de suite dans les immanquables. C'est l'heure des immanquables de la semaine du Campus Sport Club. Et on va démarrer avec du rugby pour la 2e journée de Champions Cup. C'est ça, totalement. Si vous cherchez des excuses pour pas faire les courses de Noël ce week-end, ne vous inquiétez pas, là je vais vous en donner plein, parce qu'il y a pas mal d'événements. Et donc forcément, ça commence par le rugby. 2e journée de Champions Cup, ça commence vendredi soir à 21h avec Montpellier contre le Leinster. Mais ça reste encore à confirmer, il y a des doutes parce qu'il y a de plus en plus de cas Covid qui apparaissent au sein des 2 équipes. Et donc, il se pourrait que ça se termine en échec et qu'il n'y ait rien vendredi soir. Mais vous inquiétez pas, le lendemain à la même heure, à 21h, il y aura Castres contre Munster. Et le dimanche, à 14h, il y aura l'UBB contre l'Anneli. C'est important de le suivre parce que l'UBB, ils ont perdu à domicile la première journée, donc ils vont sûrement vouloir se rattraper. Et à 16h15, il y aura Toulouse contre les Waps. Donc un match très intéressant à venir. Je passe directement au foot, sans transition. Les 32e de la finale de la Coupe de France ont lieu.
Plusieurs matchs importants. Jeudi à 21h, Valenciennes contre Strasbourg. Vendredi, il y a Paris FC contre Lyon, un match qui pourrait être intéressant. Et dimanche, l'OM contre l'ES Canet-Rocheville à 13h45. Et à 21h10, Fény-Aulnois contre le PSG. Donc des équipes assez diversifiées, j'ai l'impression, dans des matchs. Le tirage est pas mal. Mais... Il y a un match 100% Ligue 1 en plus, Rennes-Lorient, un derby breton, qui va être aussi très intéressant à suivre. Donc oui, franchement, c'est de belles affiches quand même. Ça va, on attendra peut-être plus les 16e, je pense. Oui, c'est sûr, mais déjà, c'est pas mal. Ouais. Bon, et on continue tout de suite avec les sports d'hiver et donc les Coupes du Monde. Le biathlon, il y a la 4e étape du biathlon au Grand Bornand en France, avec samedi la poursuite 10 km dames à 13h et 12,5 km hommes à 15h. Et dimanche, les mass start, donc 12,5 km pour les dames à 12h45 et 15 km pour les hommes à 14h45. Et ensuite, il y a plein d'autres rencontres en ski alpin durant tout le week-end. Bon, je ne vais pas tous vous les dire, mais ça a lieu en Italie et en France. Et dans les plus challenging, on va dire, il y a les slaloms géants hommes le 19 décembre à 10h et à 13h30, donc pour les 2 manches. Et donc le même jour, le Super G féminin en France, au Val d'Isère, à 11h. Et tout ça, vous pouvez suivre toutes ces rencontres sur Eurosport et sur l'équipe. Nickel. Bah, merci. J'ai cru que tu voulais rajouter quelque chose. Non, absolument pas. Tu t'es redressé magistralement. Ce sera ton nouveau mot. Tout de suite, je vais marquer la seconde et dernière pause musicale du CSC et je ferai mes petites questions juste après et donc juste avant ce que sera le débat pour le dernier tiers-temps de l'émission. J'ai cherché, comme à mon habitude, de glisser toujours une chanson francophone. Et comme on reparlait, je reparlais l'anecdote, donc Julien Febvre, Jacques Villeneuve qui se sont levés. Je suis retombé sur l'interview qui s'avait apporté à Combini BFF pour ce qui veut dire Best Friend Forever, pour les non-initiés. Et là-dedans, j'apprenais que Jacques Villeneuve avait fait une musique. Un album même. Non, arrête. J'ai hâte de voir ça. T'aurais dû nous mettre Tony Parker. La prochaine j'ai déjà mis Tony Parker, mais tu n'étais pas encore là. Et donc du coup, je vous laisse vous délecter avec Accepterais-tu que Julien Febvre vend comme son hit. Voilà. C'est tout de suite et juste après, c'est le débat. Jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Je ne rendrai jamais assez service, je ne tiendrai jamais assez de porte. Je sais, on n'avait pas toujours les 4 pieds sur terre, mais avoue que notre courte histoire en aura déplacé de l'air. Le temps va pas maintenant, en quelque temps pour y penser. Après on partira, ce sera comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser? Imaginais tellement ensemble jusqu'à la fin du monde. J'aurais dû profiter de chaque instant, j'aurais dû filmer chaque seconde. Mais je crois que je m'y étais habitué un peu avec le temps. Je l'avoue, j'y ai pensé moi aussi, un jour à foutre le camp. Le temps va pas maintenant, prends quelque temps pour y penser. Après on partira, tu seras comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser?
comme tu le voulais. Ce sera parfait dans la chapelle au bout de l'île de Saint-Michel. Quand on passait devant, est-ce que tu te rappelles? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser? Voilà, je vous ai laissé un magnifique hit beau. pour vous ce soir. Il est 23h42, passé de quelques secondes. On attaque le troisième et dernier tiers-temps de cette émission. J'ai reporté mes petites questions quiz à maintenant, donc c'est pour vous, à l'équipe et pour ceux qui nous écouteraient. Simplement des petites questions préparatoires du débat sur les quelques perfs qui ont survenu. Oula, c'est compliqué à formuler. Qui se sont passés en 2021, voilà, c'est plus simple. Celui qui a la réponse, il dit quoi. Ok, non. Vas-y, lâche, tu gueules. On utilisera la VAR après, quand on réécoutera. Il y a la VAR ici? Non. Aïe. Admettons, est-ce que l'un de vous saurait me dire qui a remporté le mondial de handball masculin en 2021? En janvier dernier. La France. Non, on n'a pas été très bon. C'est pas le Danemark? Ouais, si. De toute façon, si c'est pas la France, c'est souvent le Danemark. Et puis la finale olympique, on s'en souvient. Très fort. Donc bien, point pour François. Quelle fut la place de la France au tournoi Destination, au fait? 3e? Non. 2e, non? Ouais, 2e, derrière le Pays de Galles. Ouais. Les filles, là, parce qu'on est en train de donner une mauvaise image. Là. On est en train de donner raison. C'est la deuxième question. On rappelle Girl Power ce soir. Ouais. Quelle était l'affiche des Finals NBA? Milwaukee, Indiana. Non, Milwaukee Phoenix. Oui, Milwaukee Phoenix. Les Bucks contre les Suns. Ouais. Victoire de Milwaukee 4-2. Ouais. Où s'est déroulée la Copa América 2021? En Argentine. Brésil. Ouais, Brésil. Ah. Et non, les Argentins ont gagné, mais c'était le Brésil a quand même perdu à la maison. Oui, ça c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Ouais, c'est on en parle maintenant. C'est presque aussi important que la victoire de Messi et des siens. Ouais, c'est vrai. Combien de grands prix ont été remportés par des Français? 0, 3. Non. Non, 2. De Formule 1 cette année, ouais. Un seul. Hein? Un seul, oui. En Hongrie. Ouais. Effectivement. Cette année, Djokovic, il a roulé sur tout le monde. 3 grands chelem. Passé à rien de faire en plus le titre olympique, mais qui s'est vautré un peu sur la fin, faut le dire. Cette année, il a gagné 55 matchs. Il en a perdu combien? 4. Non, un peu plus. 6. Non. 7. Ouais. Agathe a volé le point. Non, absolument pas. Non, ça a été une mûre réflexion de 2 secondes et demie. Qui a terminé vainqueur au classement maillot vert du Tour de France? Cavendish. Ouais. Qui a égalé aussi le nombre de victoires d'étape. Moi, je donne le point à Audrey. Ah, c'est gentil. Je vais faire appel à la VAR si vous voulez bien. Il n'y a pas de VAR ici. Il n'y a pas de VAR. C'est la Ligue 2 ici. Et comme c'est moi qui prends les commandes du quiz et que je suis un mec, ça va être compliqué. À quelle place a fini la délégation française au JO? Putain, je le sais. Non. Non, c'est pas 5. Non. 6 alors. Non. 4. Non. 8. 8, oui. 8. C'est Audrey qui prend celui-là. Il en reste 2. Qui a fini meilleur joueur de l'Euro 2021 du coup? Donnarumma. Ouais. C'est Gianluigi. Et pour finir, quelle épreuve Émilien Jacquelin avait remporté aux mondiaux de biathlon en février? La poursuite, non? Ouais, la poursuite, sur 12,5 km. Effectivement, bravo, pas mal. Ouais, bravo. Audrey, tu as roulé sur ce quiz. Elle a roulé, elle est bien, elle était calée, elle a suivi. Ouais, bien joué. C'est joli. Bon, bah, maintenant j'ai envie de vous dire, c'est l'heure du débat, c'est l'heure de papoter et d'argumenter, puisque le sujet de ce soir revient brièvement sur l'année 2021 comme je viens de l'initier, et plus précisément sur ce qui serait la performance de l'année,
Mais quelle est-elle? Quelle est la vôtre qui, vous, nous écoutez? Quelle est la vôtre, chers collègues, autour de moi ce soir? Est-ce que quelqu'un a déjà un premier argument et une première performance à relever? Moi, j'en ai une. Vas-y. Peut-être votre coup de cœur, en fait, au final. Oui, moi c'était plutôt un coup de cœur en fait, et bon, je vais faire un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici autour de la table, et je vais faire un petit peu. On passe vraiment pour des mecs pas cool à appuyer le fait du coup, je me sens obligé de me porter garant du féminisme. Moi, je vais parler d'Elisabeth Deignan, qui a remporté le premier Paris-Roubaix féminin. Et c'est vrai que j'ai envie de la mettre à l'honneur pour cet exploit de l'année 2021 parce que c'est d'une part le Paris-Roubaix, que ce soit masculin ou féminin, ça est une épreuve qui est très compliquée, encore plus à la période où ça s'est fait cette année, où il y avait vraiment des conditions climatiques qui étaient très 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 compliquées. Et puis voilà, elle est là pour l'histoire, ce sera à jamais la première. J'aime pas cette expression. À jamais la première gagnante du Paris-Roubaix, donc voilà, moi je pense que c'est l'exploit sportif de l'année. C'est vrai. C'est beau. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix, il n'y a pas d'argument, on peut pas argumenter contre ça. Non, de toute façon, le souci, je savais, c'était vraiment plus pour vendre ce qui s'est passé cette année et se remémorer de bons souvenirs. Mais au final, faire un classement ou essayer de juger un sport mieux qu'un autre, une compétition individuelle contre une collective, je sais que c'est impossible. Mais c'est plus pour que chacun relève quelque chose, du moins. Oui. Sophie, tu avais quelque chose? Moi, la performance de l'année, celle en tout cas où je retiens le plus, on va dire, c'est la victoire quand même du 15 de France contre les All Blacks. Là, très récemment, donc, ouais. Très récemment, mais j'ai encore très bien en tête. Et donc c'est pour ça, je pense que c'était une belle victoire et ça mérite d'être encore commenté. T'avais passé une bonne soirée, alors? J'avais passé une très bonne soirée après. Sachant je trouve qu'on peut grouper cette victoire des hommes avec le doublé des femmes. Au final, sur cette même période, c'est vraiment France supérieure à Nouvelle-Zélande, dans le rugby. Voilà. C'est tellement rare qu'il faut vraiment en parler. Ouais. Ça va continuer, vous en faites pas. Et puis j'espère qu'en 2022, on pourra parler du tournoi Destination. Si on peut enfin reprendre... c'est sûr. Ouais. Qui Agathe? Oui. Bon, écoutez, moi, vous savez, j'ai pas vraiment de performance de l'année parce que moi, je suis trop dans le foot et cette année, le foot, ça a été un peu un cauchemar pour moi. Mais non, je rigole. Mais non, sinon, j'avais envie de parler aussi de la performance de Quartararo en MotoGP, qui a gagné son premier titre de champion du monde, alors qu'il a juste 22 ans. Et puis en plus, il l'a pas gagné sur le fil. Enfin, après, bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose de gagner sur le fil comme Verstappen a pu le faire ce week-end, mais vraiment deux courses avant, il était déjà sacré. Donc je trouve que c'est vraiment une marque qu'il reprend un peu le flambeau des Valentino Rossi qui commencent à... Enfin, Valentino Rossi qui a pris sa retraite. Ouais, c'est ça qui est symbolique, aussi. C'est l'année où il s'en va. L'année où il s'en va. Le petit jeune débarque et puis... C'est là où on a un peu plus l'image vraiment de celui qui pourrait s'avérer être un des plus grands champions de sa discipline. Comme tu dis, à 22 ans, tu peux espérer que sur 10 belles années de carrière au moins... Fabio Quartararo, qui est validé par les plus grands, Valentino Rossi, il lui avait dit que c'était la relève et que... Voilà, je trouve que c'est une performance incroyable, surtout d'un petit jeune comme ça. Quartararo, qui à la toute fin de la saison a quand même émis un léger doute face à Ducati pour 2022. Ouais. Il a un peu peur, mais il sait que du coup, ça le motivera à rester devant eux et à les surpasser. C'est ça. C'est bien. Audrey. Moi, je pensais à ce qui s'est passé peut-être aux Jeux Olympiques. Et je pensais au sport collectif, mais ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, outre les petites polémiques qu'il y a eu autour, c'est le 400 haies de Karsten Warholm. Les records qui tombent. C'est vraiment... Et de se dire que les 3 premiers, c'était les 3 hommes les plus rapides sur la distance. Le fait qu'il ait vraiment défoncé le record à ce point, j'ai trouvé ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Et tu te demandes comment c'est possible, limite, en fait, d'exploser un record comme ça. C'est tellement... Tu te dis comment ça arrive en 4 ans qu'il y a une telle différence de niveau. On avait reparlé il y a quelques émissions de cela, dans le débat à la fin. On avait axé ça aussi, notamment autour des nouvelles technologies et puis donc de la réglementation qui était un peu soit en retard, soit un peu trop laxiste peut-être, et des nouveaux outils de pointe qui avaient notamment aidé à cela.
Mais c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant quand c'était pas Usain Bolt qui, quand il fait le record, il le bat déjà en demi et puis il le bat en finale quand il fait le 9,58. Je crois. Non. Attends, laisse-moi réfléchir. J'ai un doute maintenant. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il le bat vraiment en finale. Ouais, c'est sur le. Quelle finale battre un record en finale. C'est vraiment. Sur la discipline reine. C'est incroyable. Tout le monde a en tête la photo de Usain Bolt devant le chrono. Il tourne la tête. Quoi. Et aussi. Et après devant le chrono. C'est surtout que c'est une dernière course où tu vois physiquement à l'œil nu que c'est mort, quoi. Les autres, il leur met 4 mètres. On était petits à cette époque-là, mais tu sais, c'était tellement un gros truc qu'on s'en rappelle tellement bien. C'est ça la marque des grands champions. Et c'est vrai que juste avant l'émission, moi je relevais aussi les équipes, les sports collectifs français qui sur la fin des JO ont vraiment brillé et du coup nous ont tous quasiment rapporté une médaille. Il n'y a que le football qui a été l'immense déception. Et Dieu sait qu'on l'avait. En fait, Dieu sait qu'on l'avait vendu. Oui, et Dieu sait qu'il nous a du coup déçus. Après, le foot au JO, ça a jamais été. Je suis désolée, mais c'est pas, ça colle pas. Le foot et le JO, ça colle pas. Après, il y a de plus en plus de joueurs qui disent ouais, moi je rêve de gagner les Jeux Olympiques pour la France, etc. Mais en fait, je sais pas. Le truc, c'est que ça tombe en plus souvent la même année que l'Euro, donc forcément, par exemple, Mbappé pouvait pas faire les deux. Donc c'est vrai que forcément ça tombe tous les ans la même année. Oui, c'est toujours la même année de toute façon. Donc c'est vraiment compliqué de faire les deux, quoi. Non, mais puis en plus tu vois c'est bien d'avoir des ambitions comme ça, de gagner les Jeux Olympiques, mais est-ce que je veux pas être négative, mais l'équipe de France qui va aux Jeux Olympiques, tu vois, c'est des Jordan Verretou, c'est des mecs on les aime bien, mais tu vois, c'est pas l'équipe de France qu'on soutiendrait d'habitude. Oui, c'est sûr, il n'y a pas un engouement derrière. Et voilà, c'est ça, l'engouement derrière, tu vois, la plupart des Français, ils connaissent pas le quart des joueurs. Non. Donc je sais pas si vraiment la valeur, elle est aussi forte, d'autant plus que le foot et les JO, ça a jamais fait très très bon ménage. Non, on parle même de pourquoi pas l'enlever, au final. De prôner le futsal et de délaisser le football, peut-être. Après, je sais pas, parce que c'est des opportunités pour certains joueurs, notamment les jeunes, de se montrer aussi et de peut-être poser une petite option pour l'équipe de France normale, comme on pourrait dire, quoi. Après, le foot est tellement médiatisé toute l'année et les jeux, c'est un peu le but, c'est quand même de montrer des sports qui le sont un peu moins. D'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage. On serait pas triste à l'idée de voir le football en moins, en fait. Oui, ça changerait la vie de personne. C'est une petite respiration aussi, quoi. Quand tu regardes du foot toute l'année et tout, les Jeux Olympiques, moi je sais que c'est mon cas, je me bouffe tellement de foot toute l'année. Quand il y a les Jeux Olympiques, je suis là, c'est cool, je vais voir autre chose. Oui, c'est sûr, ça permet de voir d'autres sports. Et finalement, ça nous manque pas tant que ça de pas avoir de foot non plus. Bon, après, un petit peu quand Surtout même. qu'au moment où il y a les JO, la Ligue 1 reprend souvent. Donc, oui. C'est la transition juillet-août, et très tôt en août, en fait, il y a déjà les clubs qui reprennent. Et comme tu disais, par rapport aux JO, l'équipe de football, les règles d'éligibilité, pour ce qui est de la constitution du groupe, c'est des joueurs de moins de 24 ans. Et il y a quelques places joker qui sont tolérées pour des joueurs de plus de 24 ans. C'est pour ça que cette année, on a vu des tauliers mais des joueurs très expérimentés comme Gignac, Thauvin accompagner ce renouveau jeune. Tu vois, Dani Alves, du coup, a gagné les JO. Oui, avec le Brésil. Avec le Brésil, comme ça. C'est juste aussi cool de voir ça, mais. Ouais, c'est cool. Voilà. Et puis pour rester football, quand même, cette année, on est quand même à Lille et champion de France 2021 du coup là récemment finir premier de son groupe des champions. Et il y avait quand même des équipes comme Séville, Wolfsburg est quand même. Après, c'est son niveau, mais Séville est quand même un très bon club européen. Oui, on va pas se cacher. mais c'est un club qui joue pas la Ligue des Champions. C'est sûr. Ouais. C'est un club qui, au fond, qui est limite content s'il est reversé en C3 plutôt que d'aller en 8e de Ligue des Champions. Moi, je sais que quand le tirage des 8e, des phases de poule a été fait, je sais que tout le monde s'est dit, il faut pas faire les hypocrites, que le groupe de Lille, c'était un groupe d'Europa. Et c'est la vérité. Je suis désolée, quand tu as, par exemple, un groupe avec Liverpool, Atlético, AC Milan, et que d'un autre, tu as Lille, Salzbourg, Wolfsburg, Séville, tu vois. Bon. C'est vrai. En fait, c'était l'occasion, du coup, de finir premier. Presque la définition d'un groupe, comme tu dis, d'Europa League, c'est quand tu sais qu'il y a 2 places dans le groupe pour aller en 8e, mais tu sais pertinemment que qu'importe les équipes qui vont passer, en 8e, tu les vois pas passer.
En vrai, oui, c'est ça le c'est presque ça l'image que tu as d'un groupe Europa, c'est que tu te dis, qu'importe celui qui va en 8e, on sait qu'il ira peut-être pas plus loin. C'est sûr, Enfin, c'est jamais une certitude, mais Mais en vrai, après, faut pas non plus, parce que là, ce que je dis, c'est je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient le prendre comme, tu vois, de la mauvaise foi ou de l'aigreur, limite. Mais, je minimise pas du tout l'exploit du LOSC. Juste, j'ai toujours le seum quand le PSG se prend des groupes avec Manchester City ou le Real dedans ou le Bayern. Et voilà, c'est juste l'aigreur qui parle, mais bravo aux Lillois. Vous êtes très forts. Je crois que oui, leur plus grand exploit, c'est que finalement de se qualifier pour cette Ligue des Champions et de gagner le championnat. C'est ça. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. De mettre du coup encore une fois le PSG à la 2e position après Monaco il y a quelques années. Rééditer l'exploit, sachant que ce groupe-là, on voit bien que c'est un groupe qui a quand même du niveau, il y a des bonnes individualités, mais cette année ça marche beaucoup moins bien parce que voilà, il y avait un esprit d'équipe, c'était un vrai collectif plus que des individualités. Les victoires à l'arraché, mais les victoires quand même. Mais après, comment tu expliques que un groupe comme ça vive aussi bien entre guillemets en Ligue des Champions et en Ligue 1 soit à l'automne 11e, quoi. Il y a peut-être l'effet aussi, le fait qu'ils aient déjà gagné la Ligue 1. C'est peut-être finalement une forme de redite. C'est un acquis, quoi. Oui, c'est ça. La case est cochée, maintenant notre nouvelle case, c'est la ça. En fait, il y a un manque d'envie un peu quand même. Oui, je pense mais tu vois, c'est bizarre parce que tu fais venir un nouveau coach, tu vois. J'ai failli me péter la gueule. Tu fais venir un nouveau coach et ça marche bien en Ligue des Champions alors que justement c'est là où tu l'attends pas. Et en Ligue 1, tu te rends compte que finalement le groupe marche pas si bien que ça. Et que Bourak aussi commence à avoir un peu la charrette. Ça, c'est un problème. Ouais. Mais je trouve que ça peut rester une des perfs de l'année, surtout française, puisque entre le titre et le début de saison, on a senti que Lille était le club... T'as un champion dans le mal. Financièrement, sportivement, t'es un champion dans le mal. Et ils ont su quand même rebondir et se dire, au moins, si on peine en championnat, même si on a acquis notre titre la saison d'avant et que c'est quand même difficile de voir Lille jouer le maintien, quoi. On sait qu'un top 10 est largement envisageable. Voilà. Mais du coup, la Ligue des Champions, ça reste la case à cocher, à mon avis. C'est peut-être ça. Est-ce qu'il y avait une autre... Oui, moi je reviendrais bien sur quand même le 2e titre de champion du monde de Julien Alaphilippe, qui fait quand même le doublé. Il fait quand même le doublé du coup en 2 ans. Après son titre à Imola en Italie, là il remet le coup à Louvain en Belgique. Vraiment, je crois qu'il rentre de toute façon dans le grand livre des grands champions français, tout simplement, avec ce 2e titre. Déjà, son premier titre de champion du monde, c'était quelque chose de fabuleux. Là, il remet la mise cette année, donc vraiment grand champion cycliste, et puis grand champion français aussi, bien sûr. C'est bizarre, parce que je trouve quand même que la première avait tellement de saveur. Celle-là, elle en a, mais parce qu'on s'y attendait peut-être plus. Ouais. Je trouve qu'elle est encore plus belle, celle-là. Ouais. Ouais, parce qu'il s'est mis tellement de pression avec ce maillot toute l'année qu'il n'a pas peut-être réussi à l'honorer comme il en avait envie. Et donc là, il a une nouvelle chance. Comme il s'est enlevé la pression d'un coup en arrivant, il a fait du Julien en attaquant 36 fois. On s'est dit, voilà. Il a attaqué encore plus loin que l'année dernière. Et il a réussi un exploit qui, je trouve, qui est encore plus colossal que celui d'Imola. Après, c'est sûr que il l'avait déjà eu, il y avait peut-être moins d'émotion, mais c'était très beau. Super. Je vais marquer tout de suite la fin du Campus Sport Club. Merci à toutes et à tous, et puis sportez-vous bien.